Ça vient un peu de mes études de kiné où on dit Florent, quand tu masses, tu as du magnétisme. Donc je ne connaissais pas, moi je viens pas d'une famille de guérisseurs, de médecins, voilà. Et donc j'avais un petit peu ça dans ma tête. Et j'étais un grand rêveur, c'est-à-dire je rêve beaucoup, beaucoup. Et en fait, au décours du travail de thérapie, pour ma thérapie personnelle, ma psy, elle me dit, mais tes rêves contiennent une dimension de guérisseur. Je dis, mais écoute, je suis déjà ostéopathe, acupuncteur. Elle me dit, oui, mais là, ce dont je te parle, c'est guérisseur spirituel. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi je ne suis même pas baptisé dans aucune église. Je dis, mais de quoi tu me parles, spirituel? Enfin voilà, j'avais une vision très restreinte de la spiritualité en lien avec les religions, avec les églises. Donc ça m'a pas tout de suite fait écho. Puis après, j'ai commencé l'école jungienne de psychanalyse, et là, d'un seul coup, tout le travail sur les rêves m'ont ouvert avec des rêves chamaniques, donc où je parlais aux animaux, où je parlais d'autres langues, où je faisais des trucs de magie. Et à ce moment-là, donc c'était Pierre Trigano à l'époque, en psychanalyse jungienne, il me dit, Florent, il faut absolument que tu rencontres des chamans. Tes rêves, ils parlent trop de chamanisme. Donc le chamanisme a quelque chose à te dire. Et ça, c'était dans les années... avant les années 2000. Voilà. Et j'ai démarré comme ça, à me questionner, à aller rencontrer les premiers chamans. Et puis à partir de là, j'ai toute cette dimension chamanique, et en même temps, en parallèle, la dimension essénienne. Voilà. Et ça a été un enchaînement sur un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Pendant 6 ans, je l'ai accompagnée, et elle m'a initié à sa roue de médecine. Elle a créé une roue de médecine qui fait le lien entre les Pyrakos, la grille de Reich, le travail chamanique. Pendant 3 ans, j'ai fait partie de son équipe d'apprentis. Et puis 3 ans suivants, j'étais dans son équipe d'enseignants, voilà, pour l'aider à... Alors qu'est-ce que tu as appris avec elle vraiment Alors, elle m'a fait beaucoup progresser dans la compréhension et l'intégration de Reich, en fait, parce qu'elle vient de l'école de Anne-Barbara Brennan, donc on travaille la chélation, on travaille différentes choses comme ça, et là j'ai plus intégré le travail chamanique et reichien dans la compréhension des blessures de Reich. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez habile pour amplifié par le travail essénien, voilà. qu'elle n'apporte pas, que moi j'avais pareil. Voilà. Pour moi, dans ma compréhension de la vie, de qu'est-ce que c'est que d'être vivant, du sens de l'incarnation, c'est vraiment de pouvoir révéler la dimension spirituelle dans une action horizontale. Voilà. Se mettre au service dans une dimension horizontale, en sachant que pour moi, la dimension humaine, la nature humaine première, c'est une dimension altruiste, participative, au collectif, mais avec vraiment une poésie créatrice qui amène de la beauté, qui amène vraiment une destinée spirituelle altruiste. Voilà. Dans le sens bouddhiste du terme de l'altruisme, c'est-à-dire l'incarnation, l'humain souffre énormément. Comment on peut accompagner la transformation en passant par la souffrance, passer par la transformation de la souffrance et révéler la beauté spirituelle de la nature humaine. Alors, il y a toujours, on subit la météo extérieure, et après, est-ce qu'on choisit de ne pas aller à l'extérieur quand il pleut, quand il vente, quand il y a la grêle, quand il neige? Alors, quand c'est excessif, on ne va pas dehors, mais quand c'est entre deux, on choisit d'aller dehors. Voilà. Et bien, pour moi, la vie, c'est ça. Il y a des contraintes, j'ai une capacité d'adaptation, et dans cette capacité d'adaptation, je crée une capacité à créer du nouveau, créer quelque chose qui n'existe pas. Et on le voit par exemple dans notre actualité en ce moment, des gens se sont mis à créer des choses qui n'existaient pas, ils se sont adaptés. Alors, il y a eu beaucoup plus de visio, tout ça. Les gens font preuve d'une intelligence colossale pour contourner un petit peu les interdits ou les décrets qui sont trop contraignants, qui paraissent absurdes. Et ils trouvent des combines. Voilà. Le vivant, c'est ça. Je subis des contraintes, et en fait, la vie, elle est plus forte que ces contraintes. Moi, je viens par exemple aussi du monde de l'escalade. J'ai toujours été sidéré, par exemple, quand je faisais de l'escalade dans les gorges du Verdon, de voir comment, dans une fissure,
un arbre arrive quand même à pousser là où ça paraît démentiel d'imaginer que la vie va pouvoir se créer. Il y a une falaise qui est comme ça, il y a une petite fissure, paf, il y a un kiki d'arbre qui arrive à pousser, et puis il donne des formes incroyables, comme un bonsaï naturel. Et pour moi, le contexte actuel nous oblige à être plus forts que les contraintes, en dehors de la politique, hein, mais à trouver des combines pour rester créatif. Et c'est là qu'on voit la force spirituelle. Soit on subit en s'écrasant, en se mortifiant, soit on subit, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui fait non, et oui, je crée quelque chose de plus fort. Il y a une forme de lâcher prise. Pour moi, c'est pas tout à fait cet endroit-là, c'est plutôt une obligation de déployer de la conscience. Pour moi, c'est. Moi, je vois beaucoup des gens qui travaillent dans plein de domaines, hein, et donc avec des approches différentes, des techniques, des outils différents qui sont magnifiques. Tous œuvrent à développer un niveau de conscience différent. On en parle beaucoup collectivement de ce niveau de conscience. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, on a une époque où on ne se laisse plus embobiner. Alors, évidemment, il faut faire le tri, parce qu'il y a des fake news, etc., des fausses informations, mais comment faire pour arriver à une sorte d'endroit de vérité, en sachant que la réalité, la vérité, elle est toujours transformée par le prisme intérieur. Donc on est contraint à la fois de faire un chemin intérieur, et beaucoup de gens ont vécu ce premier confinement comme un temps de retrait, et de retraite intérieure bénéfique, et puis pour d'autres ça a été l'opportunité de faire le chemin intérieur et de dire je vais à l'extérieur et je subis moins des contraintes fallacieuses qui n'ont pas de sens. Voilà. Et donc là-dedans il y a aussi la quête de sens, qui rejoint pour moi la destinée spirituelle. La quête de sens, c'était un documentaire qui a eu lieu il y a quelques années. Notre âme, spirituellement, elle cherche à évoluer en conscience au travers d'expériences multiples. J'aime beaucoup cette question parce que pour moi, ce qui est activé à travers le prisme d'une mortalité imminente sous quelque chose qui va tous nous faire mourir, on n'est pas dans une épidémie de peste ou de quelque chose de dramatique qui va tuer 5%, 10%, 30% de la population sans discernement, bébés, enfants, jeunes gens en pleine force physique et vieillards. On est dans quelque chose qui est très ciblé. Par contre, individuellement et collectivement, ça vient nous chercher pour moi dans deux endroits: notre rapport à la mort, à la fin de vie, quelque chose dans notre culture qui n'est pas forcément suffisamment travaillé dans ce regard spirituel de la fin de vie, de l'accompagnement, tout peut s'arrêter à tout moment, et aussi la réactivation de grands traumatismes en lien avec les grandes pestes qu'on a connues au cours des âges, qui a été réactualisé avec la grippe espagnole. Voilà, pour moi c'est cet endroit-là aussi qui est touché, et un autre endroit, c'est une thématique colossale qu'on porte en nous, la thématique de l'apocalypse. Voilà, fin du monde, grand bouleversement. Et ça, on porte tout ça quelque part dans notre système autour de toute façon, le monde va s'arrêter, la vie va s'arrêter sur Terre. Comme si l'humain était un imposteur dans la nature. Il y a un peu ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les traditions. L'humain se vit beaucoup dans son incarnation, comme un imposteur. Et quelque part, des fois, il y a des prises de conscience en disant mais ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Et tous les lanceurs d'alerte sont là pour le dire, les collapsologues sont là pour le dire. Voilà. Il y a une sorte d'alerte. Alors on va chercher les traditions avec des paroles de sagesse en disant mais oui, mais on a tellement maltraité la nature que la nature, aujourd'hui, nous renvoie le boomerang. Ce qui n'est pas complètement faux. Je pense que c'est trop tôt pour voir le sens. On est encore dans la vague, et puis c'est probablement pas fini, donc on n'a pas encore le recul nécessaire pour voir le fin fond de l'histoire. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'en dira l'histoire? Moi tout de suite je vois quelque chose, des fois les gens disent oui, les vaccins, la médecine, etc. Moi je dis, le jour où on sortira un vaccin contre l'imbécilité humaine, on aura fait un grand progrès dans notre dimension humaniste. Voilà, notre humanitude est extrêmement mal menée avec l'imbécilité humaine. Donc le bon sens paysan, moi je viens d'une famille d'agriculteurs du côté de mes grands-parents, le bon sens paysan pragmatique, quoi, simple, voilà, est complètement sorti du contexte aujourd'hui avec des gens qui sont très intelligents là-haut, hein,
niveau connaissance, hein, les énarques, Polytechnique, tout ça, ça crée quand même des hommes des gens très câblés au niveau mental. Cette dimension-là, où est-elle? Pour moi, la grande représentation de ça, et on le voit beaucoup en ce moment, c'est l'interprétation des chiffres. On voit des chiffres, donc on regarde ça de façon très pragmatique, avec de l'intelligence mathématique de statisticiens, et derrière, ça déconnecte complètement d'une réalité de terrain. Je suis gêné parce que ça m'amènerait à faire un peu de politique. Je comprends. Parce que là, il y a des décisions politiques qui sont des décisions de politiciens énarques, pas des décisions... Mais à la limite, on peut les comprendre, hein, ces décisions politiques, même si elles ne sont pas toujours... comment dire, on peut ne pas être d'accord, mais on pourrait à la limite les comprendre. Mais faut-il encore comprendre la dangerosité? Je reviens sur l'histoire de la dangerosité. Oui. Parce que c'est quand même ça l'essentiel. Voilà, après, sur cette dangerosité... Toi qui est quand même, tu travailles avec le corps physique des gens. Ouais. Donc, moi, comment dire, un virus ne tue pas. Un virus rentre dans le système immunitaire défaillant et explose le système, et c'est des maladies opportunistes. On a eu ça avec le HIV, et on a ça toujours avec les attaques virales. Donc on n'est pas sur quelque chose, quels sont les médias qui parlent de renforcer l'immunité? Oui, très peu. Très peu. Si on ne met pas le prisme au bon endroit de notre énergie, on dévie l'endroit de porter l'attention. Moi j'appelle ça l'os à ronger. Voilà. Et ce qui dévie de la nécessité, par exemple, d'avoir des groupes hospitaliers qui ont les moyens, avec des services de réa qui tournent. Moi j'ai beaucoup aimé l'endroit où il y a quelqu'un qui a fait un petit montage vidéo sur les titres des journaux en 2018, 2017, 2016, 2015, en octobre. Pandémie grippale, les services de réa sont saturés, ça déborde de partout, on stocke les gens dans les couloirs, etc. Tous les ans, c'est pareil. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas encore une vision, une visibilité précise. Clairement, c'est un virus qui interpelle parce qu'il a créé des choses qu'on n'avait pas encore vues. Un virus qui attaque le système sanguin, qui crée, probablement par une anomalie génétique chez certaines personnes, qui va créer des embolies circulatoires. Donc on se retrouve avec des jeunes de 30 ans amputés des deux jambes, ou des gens qui vont mourir très précocement. Et ça, c'est très... par contre, ça, moi, j'ai pas trouvé les chiffres. Visiblement, c'est très anecdotique. Notre ministre de la Santé, c'est ce qu'il vient citer à l'Assemblée pour justifier des mesures sanitaires complètement déraisonnables. En fait, c'est l'hystérie que moi je dénonce plutôt que le regard paisible sur des virus qu'on découvre un peu, qu'on découvre, les vétérinaires, le monde animal, tous les vétérinaires, ils connaissent les coronas de longue date. Donc il y a une torsion de l'information en prenant des éléments, en mettant le spot dessus, tout ce qu'on peut faire pour manipuler une opinion publique, quoi. Après, vraiment, ce que je trouve dramatique... Et ça marche, visiblement, quand même, parce qu'on entend toujours, soi-disant, les sondages, je ne sais pas si ces sondages sont vrais, mais enfin, supposons qu'ils le soient, qui disent que 70% des gens, je ne sais pas, à peu près, une grosse majorité, soutient ce genre de politique, continue d'avoir peur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois quand même que, parce que moi, c'est pas du tout les gens qui sont autour de moi. Dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité contemporaine, au contraire, j'entends beaucoup de gens qui ne sont pas contents de cette manière d'approcher les choses. Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme si aujourd'hui, finalement, les résistants un peu, ce sont les gens du développement personnel, du monde holistique, etc. Ouais. Alors, pour moi, c'est quelque chose, c'est une dimension dont je parle dans le livre là, qui va sortir en janvier 2021. C'est quelque chose dont je n'avais pas conscience, mais que je nomme dans le livre autrement. Je dis voilà, on a le quotient intellectuel, on a le quotient émotionnel, et je pose une question, à quand le quotient spirituel? C'est-à-dire, comment on fait aujourd'hui pour regarder quelqu'un qui est fort spirituellement? Ça rejoint le sujet qu'on a abordé avant, au niveau de l'intelligence. Et moi je pose la question, il y a une intelligence mentale, est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence spirituelle? Pour moi, tous les gens que tu décris, qui sont dans le développement spirituel, développement personnel, c'est des gens qui, sans s'en apercevoir, sont appelés par quelque chose qui veut évoluer spirituellement. Et donc ils font ce qu'on appelle du développement personnel, mais ça amène quelque chose d'autre. Et quand les gens sont forts spirituellement, ils arrivent à un endroit de relativisation dans leur relation intérieure au vivant et au passage vers le monde des morts. Il y a quelque chose qui s'apaise. Dans l'apaisement, la peur ne prend pas.
Et les gens qui ne sont pas à cet endroit-là, qui sont dans quelque chose de la consommation, qui attendent quelque chose de la patrie, de l'État, qui les prennent en charge, qui n'ont pas fait un chemin d'évolution intérieure, ils sont coincés dans « Maman, papa, je vais mourir » parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans la maison. Il y a un manque de discernement, parce qu'il y a une sorte d'infantilisation. La force spirituelle, pour moi, elle permet un discernement et sortir d'attendre quelque chose de l'État. Moi, personnellement, quand j'entends une élocution présidentielle, c'est pas ce que j'attends d'un représentant de l'État français pour dire on n'ouvre pas les restaurants, on ferme les restaurants, on n'ouvre pas les pistes de ski, on garde les gens sous cloche, on ceci, cela. Mais je dis c'est pas le job d'un chef d'État, il est à côté de la plaque. Voilà. Et il y a des gens qui ont beaucoup de discernement et qui attendent autre chose du politique. Vraiment, parce que les gens qui ont une conscience, qui ont une paisibilité spirituelle et émotionnelle, ils savent se prendre en charge. Ils savent que ce qui va éventuellement faire qu'on traverse une épidémie, c'est un système immunitaire vaillant. Les gens, la peur, on le sait, et ça, les études de médecine le savent, le stress et la peur diminuent l'immunité. Et hop, ça rentre davantage. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors, donc, pour renforcer notre système immunitaire donc quelque part se déconnecter de cette peur, de ce stress, ça c'est déjà une première chose. Beaucoup de gens le font en quittant les informations ce qu'on appelle les médias, les médias grand public, et ils vont prendre de l'information grâce à Internet, sur des réseaux, sur des sites, où il y a des gens paisibles qui donnent de l'information avec des chiffres, qui donnent leur analyse, leur point de vue, et puis petit à petit, des gens se font l'information. Alors là-dessus, Florent, est-ce qu'il y a aussi quand même des gens qui racontent n'importe quoi aussi dans ce genre-là? Et le discernement. Il y a aussi ceux qui te disent, alors c'est tout l'inverse, c'est que c'est tout un complot, voilà, c'est tout organisé. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi je sais pas, mais personnellement, d'abord j'en ai pas la preuve de quoi que ce soit, et ça me paraît des fois, toujours de penser que ces gens seraient si mal intentionnés, parce que entre être à côté de la plaque, de ne pas avoir beaucoup de sensibilité, d'identifier à tes peurs, etc., c'est une chose. D'être mal intentionné à ce point de vouloir éliminer la moitié de la planète, c'en est une autre. Enfin, je sais pas, pour moi, comment tu vois les choses? Moi, de base, je ne suis pas tellement complotiste. Je fais confiance à l'intelligence des gens de dire là, vous êtes en train de nous embobiner. Mais ça demande du discernement, ça. Et donc, il y a des gens qui vont plonger dans le complotisme, et en même temps, dans ces gens-là que je ne suis pas forcément dans leur mode de pensée, des fois, il y a d'excellentes questions qui sont posées. Tout à fait. Et ils amènent des informations très pertinentes. Voilà. Donc, pareil. Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que cette dichotomie entre justement un certain milieu et un autre, est-ce que c'est pas un peu cette division entre le masculin et le féminin, quelque part? Oui, alors... Chacun ayant pris une partie du cerveau, quoi, de la réalité. Ouais. Alors, moi je ne parlerai pas du féminin, du masculin, parce que sinon on va refaire se taper dessus les hommes et les femmes. Donc, non, mais le féminin, le masculin, à l'intérieur de nous, hein, j'entends bien. Après, pour moi, c'est plutôt ça. Je reviens sur ce thème de l'imbécilité. C'est-à-dire qu'en nous, on a plutôt une partie qui manque de discernement et une partie qui a du discernement. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui veut évoluer, il y a quelque chose qui ne veut pas évoluer, qui veut rester dans quelque chose de sécure. J'ai une partie insécure qui est prête à aller explorer et donc me laisser interpeller par des idées, des questionnements qui ne m'arrangent pas trop. Et puis il y a une partie de moi qui ne veut vraiment pas évoluer parce que je veux rester sécure dans mon système. Et donc j'ai une résistance au changement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de plus... qui relativise ces grandes questions qu'on entend autour des voix complotistes et des voix non, il n'y a pas de complotisme, ils font comme ils peuvent. Et moi, profondément, il me semble que être aux commandes aujourd'hui d'un pays, on va prendre comme la France, c'est vraiment difficile de prendre des bonnes décisions parce qu'ils se retrouvent face à une situation qu'ils ne connaissent pas et même qu'ils ne comprennent pas, mais comme beaucoup de gens. Donc ils font appel. Et je ne pense pas qu'ils soient forcément dans une recherche de maltraitance. Mais ils peuvent prendre des décisions extrêmement maltraitantes. Et puis, il y a quelque chose aussi, quand on est sur Paris, on n'est pas en province au niveau de l'égrégore collectif, avec ce brassage que ça représente. Au niveau des transports en commun dans Paris, c'est un profond délire. Dès qu'on revient en province, on voit bien que les transports en commun, c'est pas le même délire que sur Paris, quoi, voilà. Donc, il faut voir aussi que des fois, certaines décisions nous paraissent tellement loin de ce qu'on vit, nous, en province, avec un décalage colossal. On dit, mais où ils sont pour prendre ces décisions-là? Ils sont à Paris.
Donc ils vivent les choses de façon très... Ça c'est sûr que ça n'aide pas. Ça a toujours été comme ça. Un manque de discernement. Voilà. De toute façon, sur toutes les questions à Paris, bon, ben voilà, ils ont leur vision des choses qui n'est pas la vision de toute la France. Et je reviens sur le point au niveau des intelligences, parce que pour moi, il y a quelque chose vraiment à très clair. Il y a des intelligences mentales, cérébrales, avec des gens très éduqués, voilà, des intelligences émotionnelles, où on a besoin de revenir à quelque chose de l'ordre du bon sens émotionnel, et on sait très bien que dans une émotion, pour prendre des décisions, l'émotion est très mauvaise conseillère, et puis des intelligences spirituelles qui donnent ce point d'accès à la sagesse. Et tu te posais la question comment on peut faire pour renforcer l'immunité. Pour moi, c'est vraiment, par moment, être juste dans du silence. Tu parlais de lâcher prise. Dans du silence, se mettre dans la lumière, se mettre dans une pratique de méditation, se mettre dans une pratique avec toutes les formes qui existent aujourd'hui, et auxquelles on a accès facilement, y compris en Occident, et par moment, se détendre, et laisser faire, et laisser venir le bon sens. Le discernement. Quand les gens me disent le chamanisme, c'est quoi tout ça, je dis voilà, c'est pas dur, le chamanisme, c'est l'école de la liberté. Comment apprendre à être libre, donc ça passe par le chemin intérieur, hein, avec c'est compliqué d'être libre. Et c'est l'école de la mort. C'est-à-dire comment être paisible avec sa mort. Et après, moi y compris, je me sens un débutant, et clairement, j'ai pas envie de souffrir au moment du passage. Voilà. J'ai envie que ça se passe voilà, comme un tapis roulant tranquille. Mais si on n'est pas en paix avec la mort et qu'on n'a pas suffisamment... je vais être un peu clair, mais il faut aller de l'autre côté pour s'apercevoir que c'est pas pire. La mort, voilà, au fur et à mesure, plus on fait des chemins d'aller de l'autre côté et de revenir, etc. Et le chamanisme permet ça petit à petit. Voilà. Donc ça permet de pacifier ces endroits-là et de se sentir, de s'apercevoir que notre temps est compté dans cette incarnation. Est-ce que je joue la partie pleinement ou est-ce que je fais de cette vie-là un brouillon? Voilà. Moi, perso, j'ai fait mon choix. Je joue la partie plein fer. Je vais donner une petite image de ça, je dis toujours aux étudiants, je dis voilà, vous êtes en 2e division d'une équipe de rugby dans votre patelin, là, et puis on vous propose un jour de rencontrer les All Blacks. Et je dis voilà, comment vous allez sur le terrain? Vous sauvez, vous restez terrorisé dans le vestiaire à juste couper les citrons, vous allez sur le terrain pour 2 choses. Vous évitez de trop vous faire démonter par le All Black, parce que le niveau, vous n'avez pas le niveau, donc pas vous faire démonter, donner du fun aux All Blacks en les amusant et en faisant des trucs qui vont les surprendre, donc vous oubliez le score et que vous preniez du fun à vous mettre en difficulté. Et pour moi, la vie, c'est ça, c'est rencontrer les All Blacks tous les jours. Voilà. Moi, je me positionne à cet endroit-là. Et puis, si je me fais un peu trop défoncer, je me couche, j'essaye de ne pas mourir. Si je meurs, c'est pas bien grave. Et je me récupère et j'apprends de tout ce que m'a donné l'opportunité de rencontrer les All Blacks, de rencontrer la vie plein fouet, plein fer. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.